Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la deuxième session des Clédou Info dont voici les principaux titres. Le porte-parole des mouvements signataires de la plateforme d'Alger, Maître Harouna Touré, était ce samedi face à la presse pour échanger autour de l'accord d'Alger du 25 mars et du dilatoire auquel les MNLA et les autres mouvements de la coordination jouent après les paraphes du document par le gouvernement et les mouvements de la plateforme. Dans un rapport publié le 20 mars, les Nations Unies dénoncent les nombreuses violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commis entre novembre 2013 et mai 2014 au Mali. Les détails du dit rapport dans ce journal avec Oumou Dambélé. Nous parlerons également du retour du maire de Niouno après 2 jours de garde à vue pour les litiges fonciers. Enfin sport, la CAN Dakar des moins de 20 ans a rendu son verdict hier avec la victoire du Nigeria face au pays hôte. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant avec Harouna Ba. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis hier à Alger pour une visite officielle de 3 jours. Il a été reçu par le président du Sénat et il doit au cours de cette visite s'entretenir avec son homologue algérien. Ce déplacement intervient alors que les négociations d'Alger pour la paix dans le nord du Mali peinent à aboutir. Ibeka et le président Abdelaziz Bouteflika doivent discuter principalement des questions de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités face au refus de la coordination des mouvements de l'Azawad de parapher le projet d'accord d'Alger. C'est ce que pense le président de la CMFPR, porte-parole des mouvements signataires de la plateforme d'Alger. Maître Harouna Touré a échangé avec la presse le samedi dernier. Cet échange avec les journalistes a tourné autour de l'accord d'Alger du 25 mars et du dilatoire auquel le mouvement national de la libération de l'Azawad et les autres mouvements de la coordination jouent après les paraphes du document par le gouvernement et les mouvements de la plateforme. Kassim Traoré. Le porte-parole des mouvements signataires de la plateforme d'Alger a voulu cet échange avec la presse pour réaffirmer leur adhésion à l'accord d'Alger qu'ils ont paraphé il y a de cela quelques semaines. Maître Harouna Touré. Et comme il s'agit d'un accord, personne, je veux dire aucune des parties, ne peut prétendre avoir mis le maximum de revendications possibles à son avantage seul. S'il y a des avantages dans l'accord, ça profitera à l'ensemble des Maliens. S'il y a des inconvénients dans cet accord, c'est l'ensemble des Maliens qui subiront ces inconvénients et qui vont relever le défi de ces inconvénients. Le MNLA ne peut pas changer même une virgule de cet accord parce qu'il ne l'a pas paraphé. Je peux dire que là, ils ont commis une erreur monumentale. Ils n'ont pas seulement raté le coche, ils ont perdu l'opportunité de s'inscrire de façon, dynamique et vitale pour eux, pour la survie même de la cause qu'ils prétendent défendre. Maître Harouna Touré dira que les errements des membres de la coordination doivent avoir des limites car ils se sont engagés dans un processus de paix. Rien n'empêcherait demain le Conseil de sécurité de prendre une résolution contre ceux qui s'opposeraient à la mise en œuvre de cet accord. Si une des parties venait à violer l'accord de façon flagrante, notamment par exemple par commencer à violer le cessez-le-feu, il y a des risques que cette partie subisse les foudres de la communauté internationale. C'est seulement le gouvernement malien et la plateforme qui peuvent solliciter la modification de l'accord d'Alger. Il n'y a aucune raison objective pour les mouvements de la coordination de refuser de parapher cet accord, a conclu le porte-parole de la plateforme. Le samedi 21 mars, l'association des jeunes leaders pour la révalorisation de l'éducation malienne a organisé une conférence débat à l'Institut universitaire de gestion. La conférence avait pour thème « Rôle de l'étudiant dans la révalorisation de l'éducation malienne ». Reportage Aminata Diallo.
Ensemble, révalorisons l'éducation malienne en changeant la mentalité des jeunes pour l'excellence. C'est le slogan utilisé par l'association pour parvenir à ses buts. La conférence a beaucoup mis l'accent sur le rôle tout comme les actions que doivent exécuter les étudiants. Bourema Ali Diko, docteur en sociologie et chef de département sociologie et anthropologie de la faculté des sciences humaines. Le rôle d'un étudiant, c'est d'abord d'être un étudiant assidu à l'école. Ça veut dire qu'il faut venir aux heures de cours, suivre les cours lorsqu'on ne comprend pas, poser des questions. Ça, c'est le premier rôle. Et ensuite, lorsque vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, que vous pensez être des choses injustes, l'étudiant doit dénoncer. Dénoncer, c'est de ne pas se taire, c'est de dire ce qui ne va pas et de dire pourquoi selon vous ça ne va pas. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous devenez complice de votre propre mauvaise situation en fait de vie. Il s'agissait également de démontrer par quels moyens un étudiant contribue-t-il à la révalorisation de l'éducation malienne. Cheikh Alpha Yaya Ama, président de l'association. Nous avons constaté que les étudiants ne connaissent plus du tout leur rôle. Ils ne sont plus conscients de ce qu'ils effectuent comme acte. C'est dû à ça que nous avons effectué cette conférence afin de conscientiser, de responsabiliser, d'éduquer, de sensibiliser les étudiants pour qu'ils puissent être responsables. La clôture de la conférence a été marquée par la distribution de fournitures scolaires aux élèves et étudiants orphelins. Les centres culturels et dialogue turcs aux côtés de l'État malien pour renforcer la scolarisation des filles. C'est dans cette perspective que le centre a organisé le vendredi 20 mars 2015 à l'hôtel Radisson Blu une conférence autour des thématiques, entre autres la scolarisation des filles au Mali, enjeux et défis, éducation pour tous, quelle entrave socio-culturelle et la scolarisation des filles au Mali. Dadon Nomoko nous fait les points. En initiant ces conférences sur la scolarisation des filles, les centres culturels et dialogue turco-malien témoignent une fois de plus son rattachement au combat pour la scolarisation des filles en particulier et à l'éducation en général. Souleymane Demirtas, directeur du centre culturel et dialogue turco-malien Galaxy. Nous sommes là en tant que mouvement bénévole donc, depuis 2002 jusque-là. Nous avons créé beaucoup d'écoles, surtout ce qu'on peut dire, nous avons créé récemment l'an dernier un centre d'études gratuit pour les enfants démunis. Non seulement à Bamako, à Ségou aussi nous avons créé un centre d'études. Nous prenons en charge des enfants démunis qui fréquentent les écoles publiques, ils n'ont pas le moyen de s'offrir un répétiteur chez eux, ils prennent des cours de renforcement. Nous avons octroyé beaucoup de bourses aux jeunes maliens afin qu'ils puissent continuer leur cursus scolaire dans des conditions meilleures. La scolarisation des filles doit être une cause commune car les filles constituent un pilier du développement économique du pays. Madame Sangaré Oumouba, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. La scolarisation des filles, le maintien des filles à l'école sont des activités que nous devons prendre en charge et ne pas laisser seulement aux seules mains de l'éducation nationale qui est là pour ça, qui est dédiée à cela, mais que nous, en tant que ministère de la femme, de l'enfant et de la famille, nous devons épauler pour atteindre des résultats au plan national. Il faut rappeler qu'au cours de cette conférence, 3 femmes ont été décorées, dont les ministres de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant par les centres culturels et dialogue turco-malien pour leurs actions en faveur de la scolarisation des filles au Mali. 13h passées de 8 minutes, Clédou Info, deuxième édition. Sur un tout autre chapitre, la Sonatam SA a 50 ans. Dans le cadre de ces cinquantenaires, une journée porte ouverte a été organisée le vendredi dernier au siège de la Sonatam. Polluer moins l'environnement et réduire le plus possible la consommation d'eau et d'électricité sont les défis que la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, SA, s'est assignée. En marge des festivités, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali a reçu les certificats ISO 14000, les précisions avec Youssouf Traoré, directeur général de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali. Cet après-midi, nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre du Commerce et de l'Industrie et son collègue en charge de la promotion des investissements du secteur privé pour une cérémonie de remise officielle de notre certificat ISO 14000. Donc ça a été pour nous l'occasion de leur faire visiter l'usine et de leur montrer les réalisations qui ont été effectuées à la Sonatam depuis quelques années. L'ISO 14000, c'est une démarche qui permet de préserver l'environnement dans le cadre de nos activités. C'est
des actions que nous avons prises afin de réduire notre empreinte environnementale, l'empreinte environnementale de nos activités. Consommer moins d'eau, polluer moins, consommer moins d'électricité et rejeter moins de déchets dans la nature. Dans un rapport publié le 20 mars, les Nations Unies dénoncent les nombreuses violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commis entre novembre 2013 et mai 2014 au Mali. Ce rapport est parcouru ici sur ce plateau par Oumou Damele. Bonjour Oumou Damele. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Alors ce rapport est le résultat de 36 missions d'enquête et d'établissement des faits menées par les enquêtes des droits de l'homme de la MINUSMA dans plusieurs localités des régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti. L'équipe d'enquête a notamment visité plus de 150 lieux de détention dans ces 4 régions ainsi que dans les localités de Selengue, Djoïla et Markala dans la région de Ségou. Le rapport met en évidence les violations commises par les forces armées maliennes FAMA sur les civils. Il cite notamment des cas d'exécution sommaire, des tortures, des traitements cruels, inhumains et des arrestations et détentions arbitraires. Ces violations ont touché tout particulièrement Kidal où les violations enregistrées ont été les plus nombreuses mais aussi la région de Gao. Selon les statistiques de la division des droits de l'homme, 150 arrestations arbitraires ont été effectuées par les FAMA entre le 1er novembre et le 31 mai 2014, touchant plus particulièrement des personnes d'origine touareg, arabe et soraya. Le rapport documente également les abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par les groupes armés. Les événements à Kidal du 16, 17 et 21 mai 2014 ont également entraîné des exactions graves et feront l'objet d'un rapport spécial séparé qui sera publié à une date ultérieure. Dans le rapport, la MINUSMA et le HCDH formulent 19 recommandations à l'intention du gouvernement malien, des groupes armés et de la communauté internationale. Ces recommandations portent notamment sur l'amélioration des conditions sécuritaires, sur un plein engagement dans le processus de négociation politique, sur la lutte contre l'impunité, sur l'amélioration des conditions de détention et sur la célérité de l'administration de la justice. Ces recommandations visent ainsi à soutenir le Mali dans son engagement vers une résolution pacifique du conflit dans le plein respect des droits de l'homme. Voilà, Arunaba, c'est tout pour ce rapport publié par les Nations Unies. Merci Oumou Damele. Un tour à présent dans la région de Ségou. Le maire de Nyono Moriba Koulibaly a passé 2 jours en garde à vue après son passage les 4 et 14 mars dernier au pôle économique. Relâché aussitôt, il a été accueilli le 18 mars 2015 par le conseil communal et la population de Nyono. D'où proviennent tous ces problèmes? Élément de réponse avec Douba Damele, notre correspondant dans la 4e région. Toute cette histoire est partie du morcellement depuis 2011 des champs cultivables se trouvant à l'entrée même de la ville de Nyono en face du poste de contrôle. Le conseil communal de Nyono a transformé cette zone en parcelle à usage d'habitation pour pallier au manque de logement dans la commune inondée de Nyono. Chose qui n'était pas du goût de certains. Les mécontents ne vont pas croiser les bras, ils taperont à plusieurs portes. Ce qui explique la présence du maire Moriba Koulibaly au pôle économique les 4 et 14 mars dernier. Il est arrêté et mis en garde à vue. Après 2 jours de garde à vue, son avocat, Maître Aïssata Tembeli, démontre l'injustice dans laquelle se trouve son client. Après plusieurs tractations, le maire est libéré sans condition et sans caution. Aussitôt libéré, le maire Moriba Koulibaly organise son retour à Nyono, accompagné par son avocat, Maître Aïssata Tembeli et Ramata Haïdara, l'une des personnalités les plus influentes de Nyono. Le maire Moriba regagne Nyono le mercredi 18 mars dernier. À Nyono, Moriba a eu droit à un accueil chaleureux par le conseil communal de Nyono et toute la population de la dite commune. Selon le maire Moriba Koulibaly, que nous avons rencontré le jeudi 19 mars à Nyono, tout son problème vient du fait qu'il a
décidé de renouveler la coopérative des éleveurs de Nyono dirigée par Djadjiba comme président et trésorier depuis 14 ans. Alors que les statuts et règlements de la coopérative prévoient un mandat de 3 ans renouvelable qu'une seule fois. Il faut noter qu'il s'agit du même maire Moriba Koulibaly qui fut victime d'une agression le 7 mars 2014 entre Markala et Ségou. Il avait été agressé par Cheikh Neba, le fils de Djadjiba. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. 13h passées de 15 minutes, le Forum mondial des médias sociaux s'est ouvert hier dimanche à Tunis. La régulation audiovisuelle dans les Maghreb et les défis est au cœur d'une table ronde ce lundi 23 mars 2015. Nous vous proposons d'écouter les présidents de l'autorité de régulation de la Tunisie lors de l'ouverture des travaux au nouveau hôtel de Tunis. Ils s'expriment sur quelques défis communs à toutes les radios. Ces propos sont recueillis par Clédou Info. Aujourd'hui, au niveau de l'AICA, nous sommes en train de préparer un nouveau projet de loi sur l'audiovisuel. Je rappelle que cette réforme doit prendre en considération les acquis, mais aussi remédier aux insuffisances. Nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de lacunes au niveau de la loi, au niveau du décret loi 116 par exemple, au niveau de la loi électorale. Il y a même des contradictions, il y a des choses qui ont même à un certain moment été à l'origine d'un certain nombre de malentendus, même entre l'AICA et l'ISI, l'instance des élections. Donc c'est des choses qu'il faudra corriger, améliorer, etc. Il y a un certain nombre de zones grises ou floues, comme par exemple le statut du personnel, l'organisation administrative, et bien entendu il y a des choses qu'il faudra inscrire dans la loi elle-même pour qu'on puisse avancer. Il y a aussi un manque de précision sur le régime juridique des médias publics, par exemple. Il n'y avait rien sur le statut des radios ou des médias associatifs. Ce sont un certain nombre de points qu'on doit essayer d'améliorer dans le nouveau projet de loi. Le Sénégal attend les verdicts ce lundi contre Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, pour corruption et enrichissement illicite qui pourrait mettre le feu aux poudres après la désignation du plus célèbre détenu du pays comme candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle. L'ancien chef de l'État, bientôt 89 ans, qui n'a assisté à aucune audience, a donné rendez-vous à ses partisans au palais de justice de Dakar où il a annoncé son intention de commenter sur place la décision qui sera rendue par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, une juridiction spéciale. Retour à l'actualité nationale, la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, et l'Union des associations d'artistes producteurs et éditeurs du Mali ont organisé un grand meeting d'information sur l'annulation du décret relatif aux modalités de perception et de répartition du droit d'auteur et des droits voisins le samedi 21 mars à la pyramide du souvenir. Écoutons Kari Bogoba Traoré, président de la FEDAMA. Il est au micro de Marie Dambélé. Juste pour informer les artistes. Dans des choses comme ça, je crois que c'est l'information qui prime. Si un document aussi précieux que le décret qui vient d'être qui est sur le point d'être annulé, nous pensons que la première des activités, c'est de regrouper les artistes, leur parler, leur informer, ce qui est important dans ça. Mais je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur l'attitude du patronat. C'est le patronat qui a amené toute cette histoire-là au niveau de la Cour. L'État n'existe plus. Et quand le chef de l'État, premier magistrat, signe quelque chose et qu'une pièce, une poignée de gens viennent seulement pour dire non, on n'est pas d'accord, donc il faut annuler ça, et ils arrivent à avoir gain de cause. Le dernier mot que je peux donner par rapport à ça, c'est dire aux artistes de se mobiliser pour défendre ce décret. De dire aussi aux Maliens, où qu'ils soient, que nous artistes, nous ne voulons que notre droit. Nous ne voulons que la part qui nous est due. On ne veut pas créer des scandales où il n'en existe pas. Nous voulons tout simplement qu'on nous donne ce que nous avons droit. À travers nos créations, à travers nos inspirations intellectuelles, à travers nos droits. C'est tout simplement.
Kari Bogoba Traoré, président de la FEDAMA, au micro de Marie Dambélé. Enfin sport, la CAN des moins de 20 ans a rendu son verdict. Opposé au Sénégal ce dimanche à Dakar, le Nigeria a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans devant son hôte 1-0. C'est le 7e titre pour les Flying Eagles. Les Ghana terminent 3e. Les Black Satellites se sont imposés plutôt 3-1 face aux Aiglons en remportant la même occasion la petite finale de la compétition. Vainqueur de la CAN des moins de 17 ans en début du mois, le Mali termine donc à la 4e place des moins de 20 ans et confirme sa bonne forme dans les catégories des jeunes. Écoutons Fanyeri Diarra, entraîneur du Mali. Sentiment de déception. Dans la mesure, la manière dont j'ai commencé le tournoi, je ne l'ai pas terminé de la même manière. Mais j'ai dit, je ne me tiens pas responsable, je ne tiens pas non plus responsable les joueurs. J'ai dit, c'est la situation du moment qui l'impose. Et le problème maintenant, il faut tirer les enseignements de ces 5 matchs que nous venons de faire à la Coupe d'Afrique, parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons que 45 jours pour préparer la Coupe du Monde. Cette baisse de régime, je l'ai expliqué tantôt, nous avons reçu, après notre qualification pour la Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis à l'extérieur. Et beaucoup parmi eux ne jouaient pas peut-être à un très bon niveau. Et ils nous sont revenus à un moment où on ne pouvait plus faire quoi que ce soit comme travail physique. Donc on était obligé de venir avec eux, mais comme je l'ai dit, ici c'est une compétition de haut niveau. Et ça fait 5 matchs et nous avons fait tourner l'équipe à un certain moment, mais le niveau n'étant pas le même, obligatoirement, je pense que l'équipe a craqué aujourd'hui. Ça peut être physiquement, mais ils ont eu quand même du répondant à un certain moment, mais j'ai dit, aujourd'hui il y a eu trop d'erreurs défensives. Et c'est ce qui nous a coûté ces 3 buts. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une 4e place. Donc je dirais le bilan il est mitigé. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition, la 2e des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, Oumou Damele et Arunaba avec la complicité technique de Abou Touré. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h avec une présentation de Mariam Kouyati.